Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. Les gars, on tapote le partage, moi je fais le message. Léon, réponds. Ok, je réponds. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Voilà. C'est parce qu'il est un menteur qui se comporte de la sorte. Donc, vraiment, merci à le Bindi. Merci à le Bindi. Merci à tout le monde. Merci à, comment il s'appelle, lui qui est descendu là. Merci à Msan. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Et puis, on est dedans jusqu'à quand l'élection d'octobre. On est dedans jusqu'en octobre. Soit il va quitter ou il quitte. Voilà. Félicitations à tout le monde, les gars. On tapote, on partage. Et puis, on continue le live. On est à lui. On nous fait là, tu peux distribuer la parole. T'es là? Olu, il n'est pas près de son téléphone. Oui, je suis là. Ok. Il y a une femme parmi nous en fait. Avant d'écouter les du PPACI, il y a Zio Kone aussi qui est là. Il y a Aigle Royal aussi qui est le Burkina. On va écouter d'abord, on va écouter déjà la femme. On va écouter Miss Touche, comment tu vas? Bonsoir ma soeur, tu es rayonnante, j'aime ça. J'aime ça. Merci beaucoup ma soeur pour ce panel, c'est vraiment d'une tristesse incroyable. Comme je dis, on ne pouvait pas imaginer qu'en 2025, ces gens-là allaient encore continuer avec les méthodes des années 50, 60, quand j'ai pas envie d'utiliser certains mots, ils torturaient nos parents et tout, qui voulaient l'indépendance. Mais nous y sommes, mais on ne doit rien lâcher. Comme j'ai l'habitude de dire, cette jeunesse, ces nouveaux adultes de ces années 2025, ça n'a rien à voir avec les années 60. Ils ont fait quelque chose de très grave. Aujourd'hui, ça joue contre eux. C'est de créer les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui aider à l'éveil des consciences du peuple africain. Donc, avant de parler de notre frère Alino Faso, j'aimerais d'abord commencer à dire merci à vous tous. Merci à Soulé de Paris 1, merci spécial parce que c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre dès mes débuts en 2023 sur TikTok. Et puis j'ai découvert ça et j'ai découvert tout le reste, Tania et tous. Je vous dis merci parce que je me suis inspirée de vous pour pouvoir être au niveau où je suis aujourd'hui. Et c'est grâce à vous. Peut-être que les gens ne savent pas. Comme il a dit, c'est mon frère, c'est ma personne, c'est mon amour. Et c'est un dinosaure dans la communauté. Amour là, ne pensez pas, voilà. Exactement, c'est un poids lourd. On en a besoin, c'est un poids lourd. C'est ma personne, voilà. La personne, quand je suis, il ne doit pas. Franchement, merci. Voilà. Merci à tous. Tanguy, Aigle Royal, franchement, merci à vous. C'est un dinosaure de la communauté. Oui. Quand on est représenté par lui, quand il prend un sujet, tu sais que tu es représenté. Parce que vraiment, c'est un digne fils. Merci beaucoup. Digne fils. Et ça, c'est magistral, rien à dire. Donc, Souley de Paris nous a lu en communiqué. Une information d'Africa Intelligence. J'aimerais ici commencer par dire aux personnes qui nous écoutent de ne absolument pas du tout tenir compte des querelles de famille dans la France-Afrique. Tout ce qui se passe entre les deux gouvernements du Bénin et de la Côte d'Ivoire, c'est juste pour nous marmailler. Devant nous, ils font des communiqués pour dire qu'ils sont pas au courant, mais derrière, ils boivent le champagne ensemble. N'oubliez pas une chose, M. Ouattara est candidat et il a à tout prix besoin qu'on blanchisse son image qui est déjà assez noircie depuis 2011. Donc, je ne crois absolument pas une seule seconde que M. Ouattara, qui gère la Côte d'Ivoire dans la terreur, ne puisse pas être au courant et son frère Téné Brahima soit au courant d'une chose aussi incroyable. Puisque Macron Talon était à Abidjan quelques semaines avant l'arrestation, avant l'extradition du gars. Ce n'est absolument pas possible. Dans tout ce qui se passe, je ne suis pas au courant, machin. Talon Ouattara, c'est la branche du même arbre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire là, sachez qu'ils se foutent de notre gueule parce que ce sont des gens qui ne respectent pas les droits humains. Et donc, quand on dit également pour le Togo, moi, je dis clairement que le Togo, en prenant la responsabilité d'assurer la sécurité physique de ce frère, de ce journaliste-là,
Le Togo, normalement, ayant appris que ce journaliste a été enlevé en Côte d'Ivoire, le Togo aurait dû faire un communiqué officiel pour dire sa désapprobation par rapport à ce qui s'est passé, même si légitimement, même si de façon juridique, il n'est pas impliqué, mais de fait qu'il ait pris la responsabilité d'assurer la sécurité physique de cet homme-là et que cet homme ait été piégé par la Ouattari et le pouvoir de la talonnerie. Il était important pour que le Togo nous dise qu'il n'est pas impliqué, qu'il fasse un communiqué pour nous montrer son mécontentement. Donc moi, je me dis, c'est une histoire france-africaine. Donc je ne crois absolument pas de pouvoir terreau comme celui de la Côte d'Ivoire, encore moins celui du Bénin. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la marmaille pour laver l'image de M. Ouattara. M. Ouattara, nous le savons aujourd'hui, c'est un démocrate. Il a été mis là pour, c'est-à-dire asservir le peuple africain, asservir le peuple de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour faire vivre l'enfant noir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique dans la terreur. C'est pour ça qu'il n'hésite plus à prendre n'importe qui parle mal de lui pour venir le torturer. À la fin de mes propos, si tu me le permets, je vais vous faire écouter un extrait d'un certain Samba David et de ce qu'il a vécu comme torture dans les prisons de Ouattara. Et j'ai tellement mal parce qu'en écoutant ce monsieur, j'ai imaginé ce que notre digne frère Alino Fasso a dû subir. Donc, en parlant de monsieur Alino Fasso, notre digne fils, nous savons très bien que tout a été orchestré. Monsieur Ouattara ne peut ne pas être au courant de ce qui se passe, encore moins parce que Alino Fasso a été un butin de guerre et sa mort a été programmée pour des raisons d'élection parce qu'ils savent déjà que entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des menaces que il n'y a pas que, c'est-à-dire que nous voyons des incursions depuis des semaines, depuis des mois de la police, parfois des militaires de la Côte d'Ivoire qui franchissent les frontières du Burkina et prétendent ne pas connaître les frontières. Tout ça fait partie de la stratégie impérialiste de la provocation. Le but est de dynamiter l'AIS. Le but est d'empêcher que l'AIS ait sa monnaie. Donc, en empêchant que l'AIS ait sa monnaie, il faut créer une guerre. Une guerre pour, déjà, servir les intérêts de M. Ouattara. Parce que si jamais il y a une guerre, M. Ouattara va se maintenir au pouvoir en annulant les élections, en disant que le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Et je pense que dans le communiqué qu'il nous a fait, il nous a pondu hier, on a déjà commencé à voir les prémices de la non-organisation des événements, des élections, parce qu'il a parlé de problèmes de sécurité. Depuis des années, les moutons d'Ado montent sur des panneaux pour nous dire que la Côte d'Ivoire est en paix. Depuis des années, les moutons d'Ado montent sur des panneaux pour nous dire que économiquement, la Côte d'Ivoire se porte bien. Que ne fut pas ma surprise hier d'apprendre que ce pays qui est en paix, qui est développé, a des problèmes sécuritaires alors qu'il héberge tous ceux qui financent le terreau. Il héberge des mercenaires, il héberge des terreaux qui viennent semer la MRT dans nos pays, dans le Sahel. Et pourtant, nous avons vu, je ne dis pas ce que nous n'avons pas vu. Dernièrement, c'est des terreaux que nous avons vus à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ils frappent chez nous et ils vont se reposer là-bas. Nous pensions que la Côte d'Ivoire était en paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mesdames et messieurs, ce monsieur n'a pas envie de quitter le pouvoir parce qu'il a une mission et il a dit, il doit tout à la France et la France a intérêt à dynamiter l'AES et il est l'homme de la situation parce qu'il sait très bien que s'il le fait, il remplit cette mission. La CPI, s'il quitte le pouvoir, la CPI ne pourra absolument rien pour lui parce que vous savez très bien que toutes ces organisations internationales sont à la solde de l'impérialisme français, américain, anglais, sioniste et j'en passe. Donc le programme de monsieur Ouattara, c'est celui-là. Donc je dis ici à Mondo Vision, monsieur Ouattara, ce qu'il a dit hier, il est dans sa posture, c'est-à-dire de venir créer une espèce de guerre parce qu'il s'attendait à ce que la MRT de notre digne fils entraîne une guerre entre le Burkina, dont l'AES et la Côte d'Ivoire. Malheureusement, n'ayant pas vu cette agitation-là, n'ayant pas vu ce qu'il attendait, il a décidé donc de pouvoir étouffer cette affaire en posant sa candidature, en espérant que sa candidature prenne le dessus sur la mort d'Alino Fasso. Mais on a envie de dire à ce monsieur que il y a des morts et des morts. Vous ne savez pas comment, de quelle matière certains hommes qui arrivent dans ce monde arrivent. Parfois, ils sont là, vous pensez qu'ils ne sont personne, mais le jour où ils partent, c'est là où vous voyez son importance. Et je tiens à dire ici à ce pouvoir que ils ont signé leur terminus avec la mort de cet enfant-là. Ils vont le payer du début jusqu'à la fin. Et monsieur Ouattara, son pouvoir, on va tout faire pour que ce monsieur soit traduit dans la même CPI où il a traduit Laurent Gbagbo, qui a passé 10 ans de sa vie pour rien. Pendant ce temps, lui et ses terreaux sont au pouvoir pour semer la mort, pour se faire vivre les Africains dans la terreur totale, ce qui est inadmissible. Donc maintenant, je vous ai dit que j'allais vous faire écouter certainement ce que notre fils a subi
en termes de terreur dans les prisons de M. Alassane Ouattara. Oui. Avant qu'on écoute, Goya, donne 1 minute à sénateur, juste 1 minute. D'accord. 1 minute. Sénateur, il faut compter. Non, c'est mon vieux, il n'a pas monté. Donne 1 minute avant qu'on écoute. Il veut parler juste 1 minute et 10 secondes. Ok. Sénateur. Oui. Voilà, excusez-moi, je suis monté rapidement, puis je vais descendre, parce que ma position n'est pas bonne. Tania, en fait, ce que je vais dire côté des Burkinabés, ce que je vais dire, chacun n'est qu'à se rassurer. Tania, Draman ne va pas donner le corps de Amine Faso. Tania, après je t'appelle pour t'expliquer sur un autre numéro. Ils vont pas donner. Mais ils ont fait quoi sur le corps et puis ils veulent pas donner? Non, en fait, je vais t'expliquer. Je vais pas trop dire. Ils vont pas donner. Ça, c'est un. De deux, là, Draman s'est présenté, qu'il est candidat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais expliquer mon avis à tout le monde. Ça, c'est mon avis. Draman va dire, c'est un truc, lui et puis Emmanuel Macron qu'ils ont fait. Il va dire qu'il est candidat. Il sait que les Ivoiriens vont sortir. Quand les Ivoiriens sortent pour prendre la ville, là, au pays, il y a un militaire RDR qui va prendre le pouvoir et ils vont ménager Côte d'Ivoire et ils vont maintenant profiter pour ménager l'AES. La stratégie est très forte. Mais on n'a qu'à attendre seulement d'ici le mois prochain ou le mois prochain, on va voir un truc. Tania, s'il vous plaît, je t'appelle, c'est un numéro, puis voilà. Désolé, quoi. Sur le Paris, il me reste pas à toi. Oui, désolé. le deuxième que tu connais, là. Voilà. Voilà. Donc, comme je t'ai expliqué ici dans un truc, voilà. Donc, je vais pas trop rentrer dedans, mais l'essentiel, c'est que je vais dire à tout le monde, le code des Arino, ça va être très dur qu'ils vont donner ça au Burkina. Parce que Draman a déjà Arino Faso. Donc, il ne veut pas donner. En fait, les choses sont en face de nous. C'est très simple. Tu fermes tes yeux, tu analyses, tu vas voir les choses. C'est très simple. Désolé, c'était sénateur. Voilà, attends, je t'appelle, c'est un numéro en fait. Il y a un numéro en fait. Je t'appelle, c'est un numéro en fait. Ok. Non, c'est pas possible. Ici, essayer d'écouter, imaginer le calvaire que vivent nos frères et sœurs dans les prisons, dans les geôles de la Côte d'Ivoire. Monsieur Samba David est un ancien activiste de la société civile ivoirienne. Donc, il nous raconte ici les conditions de détention de 2015 jusqu'à, je pense, 2018. Donc, vous allez écouter. Il vient du coucher torse nu. Quelque part où ils mettent le climatiseur à un niveau pas possible. Tu es en train de geler et on vient te proposer ta libération en échange d'un mensonge. Si tu n'es pas dur dans la tête et que Dieu n'est pas avec toi, tu claques et tu vas même dire que le bateau qui est perdu, tu as volé ça dans ta maison. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer, de 6 mois d'emprisonnement ferme, je suis allé à 3 ans. Alors quand ça finit, et puis on nous envoie à la Maca. Ahmed Bakayoko envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'avoir avec eux. J'ai dit niet. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a chuté portait une paire Tibelang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Aller partout en Tunisie, partout dans les hôpitaux pour se faire soigner. Le 14 août 2015, la CNC cherchait des gens pour aller faire le tout premier meeting de contradiction à Korogo. Mais c'est moi qui suis allé faire un meeting à Korogo. Le lendemain à 6 h, le préfet de police a dit quitter Korogo. On a quitté Korogo Mani Militari. C'est toute la pression. Les bâches qu'on avait dressées ont été découpées comme des feuilles. Des appareils brûlés. Et c'est moi qui ai dit à RFI que c'est le ministre Koulibaly qui ne veut pas qu'on parle à Korogo. Mais si on ne parle pas au nord, comment il peut y avoir des élections en Côte d'Ivoire pendant qu'eux ils parlent partout, on ne peut pas parler au nord? Voici d'où est partie la colère entre le ministre Koulibaly et moi. Vous n'avez pas entendu ici? L'ex-ministre, Premier ministre a dit que tant que je vis, Samba David mourra en prison.
Mais quand on me libérait, j'étais sur civière. Parce que pour eux, j'étais mort. C'est quelqu'un de l'opposition, de nos rangs, qui m'a appelé pour dire ils vont t'arrêter et ils vont t'envoyer à Korogo si tu as pas envie. Attendez. Mais jusque-là, on n'a pas dit le nom des personnes. Et effectivement, on m'a envoyé à Korogo. Et effectivement, je suis quitté à Korogo en civière, sur civière du mois. Mourant, je suis mort à la Makarala. Tout le monde m'a vu mort. C'est-à-dire quelqu'un qui sort mourant de l'hôpital. Il va se faire soigner en Tunisie. Il rentre en janvier-février 2019. Le 24 juillet 2019, il a encore arrêté. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on porte aujourd'hui, c'est le séquelles de notre engagement. Tu te réveilles matin, tu as comprimé. À midi, tu as comprimé. À 16h, tu as comprimé. À 19h, tu as pas comprimé. Chaque 6 mois, tu allais en Tunisie pour révision sanitaire. Et une maladie à vie que je traîne. Je suis insuffisant cardiaque. On dit à pas 4 Mada. Écoutez la vidéo. Aïe. Je continue. Attends, les gens demandent c'est qui. Je sais que c'est une personnalité. C'est Samba David. C'est Samba David. Monsieur Samba David. C'est un ancien prisonnier. Écoutez très bien. Pour ceux qui ont suivi mon live de dimanche, Olouf est là. Mon live de dimanche où j'ai reçu le Togolais Mohamed Loum. Écoutez très bien. C'est la même méthode. Je vous ai dit que c'est une méthode de la France-Afrique. Écoutez, mentir, où on l'oblige, on l'enlève en prison pour aller mentir. De lui dire, pour lui dire d'aller mentir sur les opposants, aller mentir sur les politiciens. Mohamed Loum, il a dit ça ou pas? Serge, tu as suivi. C'est les oui, il a dit ça. Il y a plusieurs personnes qui disent ça dans les commentaires, que c'est à la Mohamed Loum, ça. Merci, Miss. Vas-y, on va écouter. Monsieur, attends, Miss Touche, oui, dis-moi. Miss Touche, merci beaucoup tu vas continuer dans 30 secondes. J'aimerais ici rendre un hommage à Samba David. Voilà, merci beaucoup à lui. Et cette vidéo qu'elle partage aujourd'hui, nous avons rendu faire viral. Parce que plusieurs fois qu'il a été arrêté, il était membre acteur de la société civile à l'époque, embastillé, enlevé, torturé. Et je parle ici, on peut m'enregistrer. C'est un frère et un ami à moi. Aujourd'hui, il est dans un parti politique où il milite. Je vais ici révéler ce que les Ivoiriens savent. Ahmed Bakayoko, à l'époque, a dit, tant que lui, le ministre de l'Intérieur, Samba David ne va jamais sortir de prison. Ce monsieur a été humilié. Il a été électrocuté. Voilà pourquoi je dis, je ne crois pas du tout que Alino Faso s'est donné la mort. Merci beaucoup de mettre cette vidéo pour que les gens entendent. Parce que Dieu merci, ils ont assassiné beaucoup d'Ivoiriens dans les goulags. Et il y en a qui sont vivants. Samba David est sorti de là avec des séquelles inguérissables. Et ce qu'il dit là, j'espère que si tu en as le vœu, tout à l'heure on met des vidéos où lui-même il montre des clichés. Il dit que c'est un ami à moi. Pas de soucis, ok. C'est un ami à moi. Et je salue tous mes camarades, nous avons fait son combat. Tous les emprisonnements où il a été arrêté, nous étions présents. Ce n'est pas en 2025. Ce n'est pas en 2024. Ce n'est pas en 2021. Ce n'est pas en 2020. C'est aux années 2017, 2018. Le monsieur a beaucoup souffert. Je peux ici le baptiser l'un des prisonniers les plus persécutés de Côte d'Ivoire. Celui qui porte la Coupe d'Afrique de la maternité de Ouattara. Record Guinness. Tu fais bien, Miss Touche. Je le dis encore, il n'y a pas quelqu'un qui a subi, souffert. Si Dieu a voulu que Samba David, aujourd'hui, il soit vivant, imaginez-vous, ceux qui ont abandonné. Ouattara est un criminel. Et je pense que, et je sais que, je certifie que les mêmes tortures, supplices, ont été infligés à Alino Faso. Parce qu'ils sont sans cœur. Vas-y, mais on va attendre, on va écouter. Là maintenant, je vais passer par les témoignages des personnes qui sont décédées pour beaucoup aujourd'hui et ce qu'ils ont dit de leurs conditions de détention en Côte d'Ivoire. On va parler de Mahan Gaé de la Centrale Dignité, une organisation syndicale. Il disait peu avant sa mort, ils m'ont bougé. Oui, j'entends les gens dire que Samba David, oui et non, quoi Justin aussi également,
Je le dis encore une fois. Non, je parle de la société civile. Voilà, je parle de la société parce que Samba David, à l'époque, il était de la société civile. Mais quoi, Justin a subi toutes les humiliations. Non, donc je parlais uniquement au niveau de... Voilà. Non, pas toi. Je parle de commentaires. Vas-y, Mich. Vas-y, Mich. Mahan Gaye, qui est décédé aujourd'hui, c'était de la Centrale Dignité, une organisation syndicale. Il a dit, avant sa mort, ils m'ont bousillé. Jean-Yves Dibopieux, un ancien leader de l'organisation syndicale estudiantine Féchi, décédé lui aussi, avait témoigné de ce qu'il avait vécu. J'ai été traité comme un animal, avait-il dit. Quoi, Justin, actuellement secrétaire général adjoint du PPACI, a été souvent détenu et lui aussi a dénoncé dans un livre les tortures inhumaines et dégradantes qu'il a reçues. Même Moïse Lida Kwasi, l'ancien ministre de la Défense du président Gbagbo, est lui aussi passé par là et avait livré un témoignage que je vous invite à lire. Le voici le témoignage. J'ai été détenu à la DST pendant 15 jours au secret. Et je vais vous dire comment j'ai été torturé pendant 2 jours. J'ai été détenu à la DST pendant 15 jours au secret et je vais vous dire comment j'ai été torturé pendant 15 jours. J'ai été interrogé pendant 11 jours, puis les 15 jours de détention. J'ai été interrogé pendant 11 jours. Pendant mon interrogatoire, j'ai été envoyé 3 fois au blindé. Je vais vous expliquer ce que c'est le blindé et comment j'ai été torturé au blindé. Les blindés sont des petites cellules, vraiment réduites d'à peu près 2 à 3 mètres carrés. J'ai été mis dans ce blindé où, dans un petit coin, il y a un WC. Il n'y a pas d'ouverture, sauf dans le plafond où il y a quelques 2 petites ouvertures. Ce blindé est en béton. Il y a très peu d'air qui circule là-dedans. La cellule est mal éclairée et les odeurs des excréments, des vomissements et urines sont fétides. Ce sont des excréments des détenus qui vous ont précédé. Ces WC sont non pas de chasse d'eau et j'étais contraint d'inhaler des odeurs qui m'occasionnaient des vertiges et des maux et d'autres maux. Vu qu'elles sont très fétides, j'ai été gardé pendant des jours à 3 reprises dans ce blindé. Après cette première phase de torture, j'ai été envoyé dans une deuxième catégorie de blindés. La deuxième catégorie de blindés est en conteneur. Vous savez que le conteneur est fait de fer entièrement et conduit de l'électricité. Asseyez-vous bien. J'ai été envoyé dans cette deuxième catégorie de blindés fait de conteneurs et qui est connecté à un circuit électrique. On m'a demandé de me déchausser, ce que j'ai fait. On m'a fait asseoir sur une chaise métallique. Pendant l'interrogatoire, un agent branche le circuit électrique et j'ai été électrisé plusieurs fois à faible tension pendant des secondes. Et la décharge électrique crée des convulsions qui ont pris tout mon corps. Du fait du courant électrique qui me traversait, puisqu'étant assis sur une chaise en fer sans chaussures, je deviens donc un conducteur. Est-ce que tu peux mettre une pause? Tu peux mettre une pause? C'est très émouvant, Miss Touche. Miss Touche. Miss Touche. Est-ce que vous êtes là? Les modos là, les modos. Miss Touche, Miss Touche, tu es là? Oui, je suis là. Elle est là. Ok. J'ai appelé mon frère et ami Samba David. Non, s'il vous plaît. J'ai appelé Samba David, il est en direct. Je veux qu'il vous dise bonsoir. Pour qu'il puisse au moins vous dire deux mots. Samba, comment tu vas, mon frère? Oui, frère, je vais bien, merci. Nous sommes ici. Ça va très bien. Nous sommes ici en train de rendre un témoignage à vous qui avez subi, qui subissez toujours. À toi de martyriser, de torturer. Toi qui as été vraiment beaucoup battu comme une bête sauvage. Tu connais la douleur, la torture. Cher frère, donne-nous un petit peu de mots. S'il te plaît, en 2 minutes. Parce que je te demande 2 minutes. Qu'est-ce que tu as subi? Je salue donc. On est sur les panels de Tania TV. On est pratiquement à 1800 personnes. Il est aujourd'hui 4 du PDCI RDA. Voilà, c'est un homme incontournable. Et je rends gloire à Dieu. Avant que tu prennes la parole, je vais aussi bénir notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui a permis que tu sortes, n'est-ce pas, du couloir de la mort. Et notre fraternité et amitié est indissociable. Personne ne peut nous désunir. Merci beaucoup à toi. Donc j'aimerais que tu puisses nous donner un petit témoignage, s'il te plaît. C'est tout. Merci. Ok,
je voudrais donc vous remercier. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous m'accordez ce soir. Pour ce que j'ai subi, je voudrais parler de mon arrestation du 13 septembre 2015. 13 septembre 2015, j'avais été enlevé. Ce n'est pas une arrestation, j'avais été enlevé. Et ce régime a ce malin plaisir d'exercer la violence sur les opposants ou des gens de la société civile qui ne partagent pas la même vision que ce jour-là, c'était un après-midi où j'ai reçu la visite de personnes anonymes qui sont venues chez moi et qui m'ont passé à tabac. Sans arrêt, sans mandat d'arrêt, sans mandat d'emmener, ils m'ont passé à tabac. Et parmi eux, certainement, il y avait des kleptomanes parce qu'ils m'ont coupé le bijou que j'avais au cou. Ils ont emporté mon ordinateur portable et ils m'ont passé à tabac. Je voyais 6. Il y avait 2 autres dehors, donc 8. Partagez les gars, tapotez. Ils m'ont mélotté et ils m'ont mis dans le coffre d'une voiture. Avant, ils ont intimé l'ordre à mes voisins de rentrer chez eux et de fermer, puisque j'étais dans une petite cité de 4 villas. Donc, ils l'ont fait. Ils ont pris le temps de m'épier, de suivre et de savoir où j'étais. Et j'ai été conduit à la préfecture de police d'Abidjan qui était en son temps au plateau, dans une cellule qui était presque un dépotoir. Où il y avait, je faisais ménage avec les chenilles, les cafards et tout ce que vous pouvez imaginer dans une nuit noire. Dans mon enlèvement, j'ai reçu un coup de pied au bas-ventre. Et ça a dû déranger quelque part ma vessie urinaire, ce qui faisait qu'à chaque fois, je pissais. Je pissais dans un bidon d'une bouteille d'eau d'agua que j'ai trouvé là-bas, que je donnais au policier qui était de garde. Il arrivait un moment, il dit, je ne peux plus faire cette navette-là, il faut pisser dedans. Donc je pissais là où j'étais arrêté, torse nu, dans une petite culotte, nu-pied. C'était un moment difficile de ma vie, parce que ça c'était ma 6e ou 7e interpellation depuis que j'ai décidé de porter la voix des sans-voix. Mais ce jour-là a été plus atroce. Je suis resté dans ces conditions exécrables pendant 3-4 jours, c'est-à-dire du 13 au 17, pour que je sois enfin conduit devant les tribunaux et que je sois encore pris là-bas, encagoulé, les mains mélottées dans le dos et conduit à la DSD. Là-bas, c'était encore difficile. Très très dur, la DSD, pour ceux qui ont fait la DSD, je suis resté pendant 3 mois. J'ai vu la ration alimentaire qui est vraiment, qui laisse à désirer. Et donc, vous bénéficiez seulement une seule fois par jour et à 17 heures. J'ai connu ça. Dans une salle où il y a un split, où il y a même le sol sans couverture, et ce sont eux qui mettent le split de 2 chevaux, 3 chevaux, et vous faites, ça dit vous gelez, le cœur tremble. Je n'ai jamais su, je n'ai jamais imaginé que pour son opinion, pour dire non, pour avoir dit non, pour avoir dénoncé des choses, on pouvait traiter des humains de la sorte. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire. J'ai dit toujours aux gens, je fais mon témoignage et je continue de le faire sans que je ne sorte de la Côte d'Ivoire. Parce que j'assume ce que j'ai dit et ceux qui m'ont fait subir cela sont encore là pour certains. Voilà. D'autres à la réponse. Certains à réponse. Sont encore là pour subir ça. Alors, comme j'en ai beaucoup parlé, c'est donc ce petit témoignage que je voulais rendre. Et un autre, c'est après avoir passé 3 années, près de 3 années à la Maca, c'était donc ma déportation.
du 16 mars 2018, la prison de Korogo. Oh, qui s'est passé à 4 h du matin. 4 h du matin, j'ai été enlevé, déporté à Korogo, de 4 h du matin à 19 h. Et à 19 h, à 18 h du mois, j'avais perdu les forces parce que j'avais soif. Je réclamais à boire. Mais c'est comme si il transportait le bétail. C'est comme si c'était un animal qui était dans ce cargo. Ce tas de fer est arrivé à Korogo. Ils m'ont dit, le colis est arrivé à destination. Ils m'ont intimé l'ordre de descendre. Je leur ai dit, je veux boire de l'eau. Ils ont dit que non pas, que je dois me donner de l'eau. Et je me suis fouillé, j'avais un billet de 500 francs. J'ai tendu à quelqu'un qui m'a acheté une bouteille d'eau et j'ai bu d'un train. Quand je suis descendu, ils m'ont mis nu. Oui, comme si c'est pas possible. Dans mon anus. Vous savez, partout où vous pouvez fouiller. Ça a été humilié. Mais je remercie Dieu parce que c'était un chemin qu'il fallait forcément emprunter. Pour que demain, on dise aux gens qu'il faille forcément que notre pays soit un état de droit. Parce que c'est quand il y a un état de droit qu'on respecte le droit de l'homme. Ça a été difficile pour moi, mais je l'ai compris et j'ai été déposé à la cellule des assimilés de Korogo, où je suis resté du 16 mars 2018 jusqu'à 11 juillet 2018 pour que je sois déporté transporté urgemment sur Abidjan pour cause de maladie. Et là-bas, j'ai mangé quelque chose dont je ne sais pas, j'appelle l'empoisonnement, qui m'a détruit la santé. Et la souffrance, c'est que, étant très affaibli, enflé de partout, j'ai pensé qu'on allait m'évacuer dans une ambulance. Ils m'ont mis dans un 4x4 double cabine, agent à gauche, à droite, assis au milieu. Avec peu d'air, je n'avais pas de force. Arrivé au greffe de la Maca, je suis tombé dans les pots. Devant tout le monde. Et le régisseur a dit, on ne le met pas ici. Allez-y avec lui directement à l'hôpital. Peut-être que quand Dieu n'a pas encore fini avec toi, il dira encore invincible, il dira encore immortel. C'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui. Et c'est donc enchaîné à l'hôpital. Et du 11 juillet, j'ai été libéré le 25 juillet à 22 h et quelques pour cause de maladie. Voici un petit récit de ce que j'ai subi. Mais il faut dire que tout le temps que je suis resté à la prison de Korogo, comme à la DST, comme à la Maca, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous accorde ce petit temps pour que nous imaginons un peu ce que nous subissons et ce pourquoi nous devons nous battre pour ne pas que nos pires ennemis subissent cela. Voici donc la fin de mon témoignage. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, ça fait beaucoup d'émotions. Tu connais, on se trouve ailleurs, mais vraiment, quand tu ressens toujours ça, voilà, j'ai vécu ça. Donc, c'est avec Miss Touche, elle est là. Miss Touche, où ton micro? Miss Touche, où ton micro, s'il te plaît? Voilà, attends. C'est cette sœur. Allô, Miss Touche, tu es là? Oui, je suis là, mon frère. Voilà, c'est Miss Touche que tu entends parler là. C'est elle qui a fait jouer ta vidéo avec beaucoup d'émotion et vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup d'empathie. Donc vraiment, il fallait que on t'appelle pour que tu puisses, parce que c'est une battante, c'est une combattante qui se bat pour l'Afrique des libertés et elle t'a pris en témoignage. Et j'aimerais, je l'ai dit, que tu es mon ami, tu es mon frère. J'ai vécu ce moment très triste de douleur, de persécution, de maltraitance, de blessures et autres. Voici ici Samba David, ton frère qui est là. Merci beaucoup, monsieur Samba David. Je suis tombée sur votre vidéo aujourd'hui, on me l'a envoyé. Et j'étais vraiment juste d'apprendre ce que vous avez vécu et le coup de pied que vous avez reçu. Vous savez, j'ai quelqu'un, quand ils vous mettent des coups de pied comme ça, en fait, c'est pour vous finir, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a reçu un coup de pied comme ça et qui est mort aujourd'hui. En fait, ce coup de pied était venu pour vous tuer, en fait. Mais ils n'ont pas réussi. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en fait,
il y a des hommes et des hommes. Il y a certains qui sont faits d'une autre matière et vous en faites partie. Et c'est pour ça que vous êtes vivants aujourd'hui. Et ce témoignage que vous nous apportez de votre vivant nous donne la force. Parce que nous savons que le combat que nous sommes en train de mener est un combat juste et noble. Et que après ce combat, nous allons tous nous retrouver et nous allons rire ensemble parce que nous savons d'où nous venons. Et merci beaucoup d'être une inspiration pour toute l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui aux mains des brigands. Et croyez-moi, nous allons tout faire pour sortir ces brigands de la Côte d'Ivoire afin que l'enfant ivoirien, l'enfant africain retrouve le sourire, la paix, la tranquillité sur la terre de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Samba David, pour le sacrifice. Merci. Merci beaucoup à toi, Miss Touche, Samba, mon frère. Vous savez, ce monsieur-là, il est hors pair. C'est lui également qui a alimenté notre courage, notre détermination. Son abattiment, humiliation, que vous, aujourd'hui, vous comptez, racontez, vous montrez, c'est à cause de lui, aujourd'hui, que nous avons été vraiment outillés. Samba, ce monsieur-là, il est vivant. Beaucoup n'ont pas eu la chance de Samba David. Beaucoup ont capitulé. Samba, il n'a jamais accepté. Aujourd'hui, lui et moi, on s'appelle. C'est mon frère. Vous avez vu? Parce que notre lutte là, elle est basée sur des hommes concrets. Des témoignages vivants. Voici l'un des témoignages. Ce monsieur-là, c'est un homme. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui rendre un hommage. Et c'est pas ici que je vais le faire. On se verra un jour, face à face. Et je ferai ce qu'il faut faire. Parce que il a tout subi, malgré toutes les pressions, et il est debout. Là où il se trouve, quel que soit Alpha, il sait que son frère est là, sur de Paris. Mon frère, je te donné 5 minutes, tu m'as accordé près de 20 minutes. Big up à toi. Voilà, merci beaucoup d'avoir donné l'exclusivité sur le panel de Tania, notre soeur qui se bat aujourd'hui, qui est aujourd'hui embastillée, qui est obligée de quitter la Côte d'Ivoire pour se retrouver dans le pays de l'AES. Voilà, le Mali, le Burkina et le Niger. Elle a sous la protection de nos voyants et dynamiques frères et sœurs de ces pays-là. On est ensemble. Bonsoir à toi, mon frère. On est ensemble. Merci. Soulé, j'espère qu'il n'est plus au pays. S'il y est vraiment, qu'il fasse tout pour sortir. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah. Attends. Je pense qu'il y a une écho là. Il y a coupé. Ah ouais. On le fait là. Oui, Soulé. Il est là-bas. Ah. Si on dit guerrier là. Attends, il y a une écho là. Non, c'était chez Olu. Ne t'en fais pas, c'était chez Olu. Olu. Il obéit. C'est un monsieur qui a connu tout. C'est que, mais tout ça a commencé là. J'ai dit bravo et félicitations. Merci de démontrer et d'exhumer tous les faits. Parce que de quoi ils ne savent pas. J'ai dit bravo à toi. Félicitations à toi. C'est là quand nous sommes là. C'est la restitution des faits. Et quand nous disons que le monsieur, ce qu'il a subi là, à une façon, il n'a connu plus que ça. Il a connu ça. Climatisé, allumé là. Vas-y, faut renchérir. Allez-moi en grand. Vas-y, Miss Touche, vas-y. Merci beaucoup à toi. Ok, merci beaucoup. De toutes les façons, le témoignage était terminé, mais je vais reprendre cette partie. Donc, la deuxième partie de Miss Touche, la partie de l'électricité là. Oui, c'est ça que je vais reprendre. Miss Touche, celui qui est fatigué va aller dormir. Faut mettre la chose. Et puis, il faut t'apporter. On va te le 400 000. Le 400 000. Le tapote en partage pour répondre pour le témoignage. Parce qu'ils sont couchés dans les lits. Elle est femme. Et puis, tous les modos là, tous ceux que vous voyez comme eux, vous les mutez. Tous ceux que vous voyez comme eux, vous les mutez. On n'a pas besoin d'eux ici. Qui est impérial, mon gars, c'est comment? T'as apporté 400 000, non? Encourageant Tania, non? C'est comment? Les venez. Il faut l'encourager. Abonnez-vous à la page, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien en face, hein. Madeleine. Voilà, on t'apporte, on partage, et puis on est en famille, quoi. Voilà. Voilà, il a apporté 400 000. 400 000, et puis maintenant, mais tu vas parler. Moi, il n'y a pas plus, hein. Il n'y a pas de révélation encore. 400 000. Miss, ok, si Miss tout finit. Miss, il faut terminer, il faut finir. Ok, donc je vais reprendre dans la partie. Ne parle pas encore. 400 000. 400 000, 400 000. Sinon, il n'y a rien en face. 400 000 propres. C'est mes gens, non? Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Merci. T'as apporté les gars, 400 000.
Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, allez-y. Sans demander de tapoter, les gars. Regardez, il est quand même 4 h du matin. Il faut tapoter, puis on avance. Le reste, ça passe quoi? Ça passe quand même. On y va. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon prince. Alors, le témoignage, c'est celui, pour ceux qui viennent de prendre le live, c'est celui de monsieur Moïse Lida Kwasi, qui était ancien ministre de la Défense du président Gbagbo, qui est aussi passé par là, c'est-à-dire dans les geôles de Ouattara, et il a été torturé. Donc, il dit ceci. J'ai été détenu à la DST pendant 15 jours au secret. Et je vais vous dire comment j'ai été torturé pendant des jours. Point. J'ai été interrogé pendant 11 jours. Pendant mon interrogatoire, j'ai été envoyé 3 fois au blindé. Je vais vous expliquer ce que c'est que le blindé et comment j'ai été torturé au blindé. Les blindés sont de petites cellules, vraiment des réduits d'à peu près 2 à 3 mètres carrés. J'ai été mis dans ce blindé où dans un petit coin, il y a un WC. Il n'y a pas d'ouverture, sauf dans le plafond où il y a quelques 2 petites ouvertures. Ce blindé est en béton. Il y a très peu d'air qui circule et là-dedans, la cellule est mal éclairée et les odeurs des excréments, des vomissures et urines sont fétides. Ce sont des excréments des détenus qui vous ont précédé. Ces WC n'ont pas de chasse d'eau et j'étais contraint d'inhaler des odeurs qui m'occasionnaient des vertiges et d'autres maux. Vu qu'elles sont très fétides, j'ai été gardé pendant des jours à 3 reprises dans ce blindé. Après cette première phase de torture, j'ai été envoyé dans une deuxième catégorie de blindés. La deuxième catégorie de blindés est en conteneur. Vous savez que le conteneur est fait de fer entièrement et conduit de l'électricité. J'ai été envoyé dans cette deuxième catégorie de blindés fait de conducteurs et qui est connecté à un circuit électrique. On m'a demandé de me déchausser, ce que j'ai fait. On m'a fait asseoir sur une chaise métallique. Pendant l'interrogatoire, un agent branche le circuit électrique et j'ai été électrisé plusieurs fois à faible tension pendant des secondes. Et la décharge électrique crée des convulsions qui ont pris tout mon corps du fait du courant électrique qui me traversait. Puisqu'étant assis sur une chaise en fer sans chaussures, je deviens donc un conducteur. Cette scène de torture a duré des jours. Donc voilà le témoignage de l'ancien ministre de Laurent Gbagbo. Il y en a encore plusieurs, je vais les faire demain parce que là, je pense que... Je crois que... Pas plus de son. Hein. Les gars, on tapote, les gars, on tapote. Dans 500 cas de tapotage. Il n'y a plus de doute que ce que tous ont subi, c'est ce qu'Alino Faso a subi, la torture, et c'est certainement la torture qu'il a emportée. Donc nous devons dénoncer ce pouvoir parce que, excusez-moi mes frères et sœurs politiciens, la démocratie en Afrique n'existe pas. C'est un droit de vie ou de mort que les Occidentaux donnent à des geôliers qu'ils installent à la tête de nos États dans le but de nous maintenir dans l'enclos, dans le but de nous empêcher de dire un mot sur le pillage de nos ressources. Et M. Alassane Ouattara et son troupeau font partie des geôliers des enfants africains. Merci beaucoup. Vraiment, c'est quand même cruel, hein, les gars. Et c'est ça ce qu'ils appellent démocratie. Et c'est ça qui veut faire un 4e mandat encore. Et c'est ça qui réclame qu'il veut faire un 4e mandat parce que il veut sécuriser le pays. C'est ça, sécuriser un pays? Il veut diaboliser le pays. Hein? Il veut diaboliser. Non, c'est pas vrai. On dirait que je suis en train de vivre un film d'horreur au milieu de la nuit. C'est grave quand même. C'est trop cruel. Rance, tu es là. Jusqu'à un point où, aujourd'hui, quand tu demandes à l'Ivoirien qui tu veux comme président de Côte d'Ivoire, tout le monde la fait. C'est-à-dire que tout le monde a peur, tout le monde tremble, tout le monde se pisse là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont terrorisé l'Ivoirien jusqu'à un point où on devient même presque mouton. C'est-à-dire qu'ils ont rendu tout le monde mouton là-bas. La peur est dans le cœur de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si tu arrives à parler, c'est que tu es hors de la Côte d'Ivoire. Parce que dès que tu lâches un mot qui va à l'encontre de ce pouvoir-là net,
c'est que tu vas subir la torture. C'est que tu vas subir ce que tu n'as jamais subi dans ta vie. Je peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut poser la question à quelqu'un qui tu veux comme président. Personne n'ose parler. Mon frère, tu veux me mettre dans les problèmes? C'est ce qu'on va te dire. C'est grave, Olou Fela. Au fait, chez nous, on vit même le matis, on vit. C'est que on a encore à une période où peut-être en 1900, je sais pas quoi, 1960 ou je sais pas 1900, je sais pas où les blancs nous terrorisaient. Parce que ce pouvoir-là, vraiment, on ne peut pas parler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde est terrorisé. Maman, vieux, enfant. C'est-à-dire que là aujourd'hui la politique là, c'est devenu comme un chien. C'est-à-dire que c'est devenu comme un chien agressif où on doit rester dans notre coin. On doit même pas parler de ce pouvoir-là. Mais arrivé un moment, trop, c'est trop. Et quand l'Ivoire va se réveiller, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et je pense que la Côte d'Ivoire va plonger encore dans un truc où les événements ne peuvent plus revivre. Nous sommes obligés de vraiment taper la main sur la table arrivé un moment. Trop, c'est trop. Il le faut, en tout cas. Alors, Hans, tu veux prendre la parole, et puis après, on va écouter Charlène. Ou bien, non, pas Charlène, Zié Cornet plutôt, parce qu'il était là avant Charlène. Vas-y, Hans. Merci. Vas-y, Hans. Merci, Olou Fela. Merci à tous. Tania, je te salue très respectueusement. Merci de nous offrir encore une fois de plus cette lucarne pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir mener cette lutte combien de fois difficile, mais combien de fois importante. Je veux respectueusement aussi saluer mon frère Soulé. Merci pour ta sollicitude. Hein. Je pense que très bientôt, les efforts, cette bataille acharnée qui nous a pris des années, qui continue de nous prendre des ressources et de l'énergie, tous ces efforts-là seront, je suis persuadé, seront récompensés par la libération très prochaine de la Côte d'Ivoire. Je veux saluer aussi tous les autres panélistes respectueusement. J'ai écouté le témoignage qu'a fait jouer notre sœur, Miss Touche. C'était des témoignages dont j'avais déjà connaissance, mais j'ai eu comme l'impression de n'avoir jamais écouté ces témoignages-là. Tellement c'est cruel, inhumain, c'est indescriptible. Mais c'est ce qu'il a lieu de faire que nous sommes en train de faire, parce qu'il faut mettre du doigt sur cette façon hideuse d'agir. Il faut montrer à la face du monde ce que le gouvernement de Ouattara fait subir à des innocents citoyens. En tout cas, je pense que bientôt nous aurons gain de cause. Rapidement, je vais m'attarder sur un fait. Je vais pas vraiment me poser la parole parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent encore parler. Je vais m'attarder sur un fait. Tout à l'heure, Soulé a fait un exercice qui était très intéressant. Il a remis, en fait, le communiqué, si je peux dire ainsi, du porte-parole du gouvernement. Et il y a une question qui a été posée au porte-parole du gouvernement. Je veux dire ceci au gouvernement burkinabé. C'est vrai, il faut insister pour le rapatriement du corps de notre frère Alino Faso, mais il faut aussi s'empresser de porter plainte devant des juridictions internationales, devant des cours impartiales, parce que bien évidemment, ceci va permettre encore de montrer que la Côte d'Ivoire n'a jamais été un état de droit et que des prisonniers, qui plus est, sont des ressortissants de notre pays, ont leurs droits violés et bafoués. Et le porte-parole du gouvernement nous a donné de quoi flageller le gouvernement ivoirien. Parce que dans ses dires, il s'est lui-même fourvoyé. C'est-à-dire qu'il a montré que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a jamais été respectueux des droits et que la manière dont ils ont procédé dans le cas d'Alino Faso est une violation flagrante de ses droits les plus élémentaires. Je vais revenir sur sa première prise de parole. Quand on lui a posé la question, il a répondu ceci. Il dit « Monsieur Traoré n'est pas la seule personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie. » Donc, il confirme que Alino Faso a bel et bien été incarcéré. Parce que c'est pas un séjour. Un séjour, vous savez ce que c'est. Il y a les commodités, vous avez la latitude d'aller et de venir, vous avez une certaine liberté pour vous. Mais Alino n'était pas en villégiature. Il a été détenu à l'école de gendarmerie. Donc, il y a un aveu de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire, puisque celui qui dit cela est un représentant officiel du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il dit encore ceci. Pour certaines raisons, nous emmenons parfois, vous voyez, certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Donc,
il fait le lien entre l'école des gendarmeries, c'est-à-dire il fait passer l'école de gendarmerie comme un lieu de détention. Mais au regard de la loi, Alino Faso est un détenu de droit commun. Normalement, les détenus de droit commun sont généralement incarcérés dans les maisons d'arrêt, qui sont des établissements pénitentiaires destinés à recevoir les personnes en détention provisoire ou en attente de jugement. C'est-à-dire le temps que la partie accusatrice finit de rassembler les preuves et tout ça, et quand ils sont prêts, l'accusé passe en jugement. Donc, normalement, la gendarmerie n'est pas un lieu d'incarcération pour un détenu de droit commun. On ne peut pas incarcérer quelqu'un dans une école de gendarmerie. Parce que les écoles de gendarmerie sont des établissements de formation et non des établissements pénitentiaires. Dans ce cas d'espèce, il y a une violation potentielle des droits de Alino. Pourquoi? Parce que c'est l'école de gendarmerie ici est une détention dans un lieu qui n'est pas prévu par la loi. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire viole fondamentalement le principe de détention d'un détenu de droit commun. Alino Faso ne doit pas être détenu à l'école de gendarmerie. Donc on peut utiliser ça, et ça va être utilisé bien évidemment comme une preuve à charge contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait d'autre comme aveu? Il dit que pour certaines personnes, nous emmenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Donc il fait dire ici que la Côte d'Ivoire a pour habitude de violer potentiellement les droits des détenus communs en les incarcérant dans une école de gendarmerie. Donc, il y a la privation de liberté sans base légale qui est avérée ici. Et puis quand il dit pour certaines raisons, c'est une formulation qui est vague. Quelle est la raison qui peut emmener notre frère Alino Faso à être incarcéré dans l'école de gendarmerie? Il ne donne pas la raison. Donc c'est une formulation qui est vague. Donc ça peut laisser entendre que... Il a dit pour sa sécurité. Je ne sais pas qui menaçait Alino. Avant de dire ça. Parce que non, Alino, faut pas oublier, comme je le disais, c'est un détenu de droit commun. Les détenus de droit commun, ils doivent être dans des établissements pénitentiaires. Et c'est là-bas qu'est garantie justement leur intégrité physique. Pas dans une école de gendarmerie. Ça, c'est une violation des lois fondamentales d'Alino Faso. Et puis, on le prive quelque part de sa liberté sans base légale, tu vois. Maintenant, quand il dit pour certaines raisons, quelles sont les raisons? Donc, sur la base judiciaire, là, le fait qu'il ait utilisé le terme pour certaines raisons, ça veut dire que la détention d'Alino n'est pas fondée sur des décisions judiciaires. C'est très grave. Alors que il y a l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la détention arbitraire. C'est ce qui a été le cas d'Alino Faso. Et puis, il y a un fait qui est clair. Je parle uniquement que de l'aspect juridique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc pour ne pas me répéter, pour ne pas répéter ce que les frères ont déjà dit, c'est pour juste éclairer encore. C'est-à-dire que il y a une atteinte à la dignité et il y a un traitement inhumain. Vous voyez? Il y a un précédent qui a déjà eu lieu. Il y a des gens qui ont déjà été détenus et lors de leur détention, ils ont été sujets à des tortures. On a des témoignages. On a eu des hommes politiques qui sont passés par là, des hommes de la société civile qui sont passés par là. D'autres ont perdu la vie. D'autres ne se sont pas sortis. Ou s'ils s'en sont sortis, ils sont sortis avec des séquelles très graves. Ce qui peut soutenir la thèse suivante, que Alino, bien évidemment, a subi le même traitement, mais manque de peau pour lui, il a laissé sa vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas mis en jeu ou n'a pas fait une certaine lumière sur la procédure en la matière quant au décès d'Alino. Qu'est-ce qu'il aurait été mieux de faire? Ne serait-ce que pour marquer une certaine forme de transparence, on aurait pu solliciter la représentation diplomatique du Burkina, je crois qu'il y a une ambassade et tout ça, parce que c'est un ressortissant d'un pays étranger. Même les prisonniers de guerre dans les traités internationaux ont des droits. Ça dit que quand vous capturez un prisonnier de guerre, vous devez le traiter comme un prisonnier. Donc, protéger son intégrité physique et vous assurer que ce prisonnier-là ne soit sujet à aucune forme de torture. Même les prisonniers de guerre. C'est pour cela que, au Mali, quand les 49 soldats ont été arrêtés, vous avez vu comment est-ce que le gouvernement malien a agi. Ils ont directement contacté le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'effet de savoir si les militaires qui se retrouvent sur le territoire malien jouissent d'un ordre de mission. Donc, il faut justifier la raison de leur présence au Mali. C'est comme ça qu'un État sérieux fonctionne. Donc, si on estime que Alino
est de collusion avec un pays étranger au fait de déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire, il faut situer ce pays étranger-là et puis le contacter pour dire on a des preuves selon lesquelles Alino est de collusion avec vous pour nous déstabiliser. C'est comme ça qu'on réagit normalement. Mais comme ils n'ont pas les preuves, qu'est-ce qu'ils font? Pour prouver que le Burkina est en train de fomenter quelque chose contre l'État de Côte d'Ivoire, parce que le Burkina a eu à dire ouvertement que la Côte d'Ivoire fomente des coups pour déstabiliser le Burkina. Mais ils ne se sont pas arrêtés qu'au dire. Ils ont apporté beaucoup d'éléments de preuve. Il y a eu des militaires burkinabés qui ont été achetés, ils ont fait des dénonciations. En tout cas, il y a eu pas mal de preuves. La Côte d'Ivoire aussi dit que le Burkina était en train de préparer une déstabilisation contre la Côte d'Ivoire. Qui est le lien tout trouvé? C'est le pauvre Alino qu'on va torturer sur aucune base parce qu'ils n'ont pas d'éléments de preuve. Donc, il faut faire avouer à Alino certains faits dans lesquels il ne se reconnaît pas. On a écouté Samba David. Donc, le procédé est le même. Malheureusement pour notre frère, il n'a pas pu, il n'a pas survécu, il est décédé. La balle est vraiment dans le camp du gouvernement burkinabé. Il faudrait pas lever le pied sur l'accélérateur. Vous avez vu, il méprise tellement le Burkina qu'on lui parle de la situation déjà difficile dans les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent on va travailler à une désescalade de la situation. Il ne le dit pas. Il dit mais la situation est déjà exécrable. Ça veut dire que comme la situation est déjà gâtée, si Alino perd la vie, on s'en fout puisqu'on est déjà dans des situations conflictuelles difficiles. Vous voyez? Mais il a dit plus grave que ça, Hans. Il a dit que eux croient à leur procureur et que le Burkina a dit qu'ils vont envoyer preuve. Ils n'ont même pas envoyé déjà preuve et puis ils vont accuser encore. Oui, ils les ont déjà accusés. Ils ont dit ils allaient envoyer les preuves. Ils n'ont pas envoyé les preuves et ils sont en train d'accuser encore. Il n'y a pas à politiser ça. Mais ça, c'est une insulte au Burkina. De dire que le Burkina veut récupérer l'affaire d'Alino, donc son décès, pour en faire une affaire politique. Non, pas du tout. Le Burkina, mais c'est un de leurs ressortissants qui a perdu la vie, donc c'est de leur devoir et c'est de leur droit de savoir ce qui s'est passé. Et même, c'est normal de mettre en doute votre communiqué sur les conditions dans lesquelles Alino a perdu la vie. Pourquoi? Parce que vous avez, de façon unilatérale, vous-même choisi le médecin légiste sans témoin. Vous n'avez associé personne à la procédure d'autopsie et tout ça. Donc, c'est clair que nous, on va prendre vos résultats ou vos informations sur des préceptes. Donc, le Burkina ne tente aucunement de politiser une quelconque situation. Bien au contraire. Imagine-toi, si les 49 soldats, un avait perdu la vie. Tu vois le tollé qu'ils allaient créer. Tu vois ce qu'ils allaient dire? Donc, le Burkina n'est pas en train de politiser une quelconque situation. C'est un manque de respect. C'est-à-dire que, en plus d'agir comme un État voyou, ils méprisent même les États avec qui ils sont en affaires, parce qu'on sait que les relations commençaient... Mais si tu as suivi le communiqué, c'est même pourquoi même on était là, même au début, c'était parce que je disais l'histoire d'Alino façon, bon, Soudé a soulevé, donc on va faire ça en même temps aujourd'hui. Mais tu as écouté la partie du journaliste béninois? Que c'est qu'ils ont fait l'extradition du gars qu'ils ont su qu'il avait un passeport, il était réfugié togolais. T'as pas suivi la partie? Oui, ils ont dit ça. Ouais. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il était réfugié au Togo. C'est ivoirien, tu veux qu'on soit quoi? On est ivoirien ici, on est panafricain, il y a plein de nationalités ici. Je ne traite pas les nationalités, sauf que je veux pas les moutons. Voilà. Hans, vas-y. Bon, je crois que j'ai été long. Moi, je voulais juste ressortir un peu le fond. Je te disais simplement qu'il a été méprisé aussi dans le cas du journaliste béninois. Et mais le journaliste français qui l'a posé la question l'a recadré. Il lui a parlé de la loi ivoirienne en lui disant qu'avant de l'extrader, il fallait que le gars passe devant le procureur. Et devant le papier du gars, c'était mis que le gars était réfugié politique togolais. Et eux, figure-toi qu'ils ont arrivé à l'extrader sans même savoir qu'il était réfugié. Comment cela est-il possible? Mais oui, je sais que c'est de la comédie. Je sais. En tout cas, je pense que c'est vraiment au gouvernement burkinabé de faire tous les efforts, voilà, pour que justice soit rendue, soit faite. Mais il faut qu'il donne de la voix, il faut qu'il fasse beaucoup de bruit. Voilà, nous allons être les relais, on va véritablement donner de la visibilité pour montrer combien de fois le pouvoir de Ouattara ne mérite pas un 4e mandat. Voici les actions moyenâgeuses qu'ils utilisent, voici comment est-ce qu'ils traitent les détenus de droits communs, voici comment ils traitent d'honnêtes citoyens,
Et donc, ce pouvoir-là ne peut pas perdurer. Ce pouvoir-là ne peut pas être accompagné. Ce pouvoir-là doit être plutôt combattu. Tania, merci. Merci d'avoir pris le soin de m'écouter. En savant que tu parles, il n'y a pas que le cas Alino. Oui, il y a une dame qui a été prise aussi quand Alino a été arrêté. Mais n'oublie pas, Hans, il y a un député malien avec eux. Oui, tout à fait. Le cas de, justement, la dame qui a été arrêtée, ben, tu sais, c'est le même cas de figure qu'Alino. Et je pense que si on y prend garde, je crains qu'elle ne subisse les mêmes travers. Ce qu'on doit demander pour elle, on veut simplement savoir si elle est encore en vie. Parce que tu sais, depuis son incarcération, il n'y a aucune information sur ce qui se passe la concernant. Est-ce qu'elle est dans de bonnes conditions ou elle est détenue? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut profiter de cette affaire-là, en tout cas de Alino, pour exiger ne serait-ce que une preuve du fait qu'elle soit encore en vie. Au moins ça. Et puis voir si, comme je le disais, ses droits les plus élémentaires ont été respectés. Et puis pourquoi pas déléguer des avocats au fin de suivre tout ce qui est en train de se passer. Parce que, en définitive, c'est quoi? Il s'agit d'une affaire qui dépasse le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des ressortissants étrangers. Voilà, donc c'est un peu plus délicat. Ça aurait été des Ivoiriens, bon, c'est le gouvernement qui mène les actions comme il entend, donc on n'aurait peut-être pas eu à redire. Mais du fait que ce sont des ressortissants étrangers, on a vu comment le cas des 49 a été traité, avec beaucoup de délicatesse, mais surtout, les gens se sont arrangés à faire les choses dans la droiture et dans la légalité. Il faut qu'on réclame cela pour les frères burkinabés qui sont dans les geôles qu'on appelle ça, du gouvernement ivoirien. Pour le cas aussi du député. En fait, je vais chuter vraiment, mais je veux dire que la Côte d'Ivoire, par le fait que Ouattara ne gère pas convenablement le volet diplomatique, il est en train de mettre la Côte d'Ivoire dans une situation de belligérance entre les pays frères et nous, et ça risque véritablement de déclencher quelque chose d'inacceptable. On les regarde, mais nous disons la chose suivante, il faut empêcher par tous les moyens, parce que qu'est-ce qui peut mettre fin à toutes ces dérives-là? Mais c'est de stopper Ouattara une bonne fois pour toutes dans son élan. Parce que ce gouvernement ne respecte plus rien, ça n'a jamais été un gouvernement en termes d'état de droit. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas reconnue comme un état de droit. Il suffit de voir le classement de la Côte d'Ivoire dans le World Justice Project. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire est dans le tréfonds des classements. Et vous verrez que c'est un état qui est très corrompu. Et qui dit corruption, dit instrumentalisation de la justice, donc non-respect des droits les plus élémentaires, en tout cas du citoyen lambda. J'en appelle encore, une fois de plus, au gouvernement burkinabé de ne pas baisser les bras sur cette affaire. Nous, là, nous allons nous constituer les bras séculiers pour faire un large écho de ce qui est en train de se passer, pour que tout le monde sache ce qui se passe, et peut-être, j'espère que cela pourra mettre un frein à cette façon-là de traiter des frères qui sont en prise avec la justice burkinabé. Je vais m'arrêter là et remercier tout le monde. C'est même pas que même le Mali doit commencer à leur mettre la pression, voilà, pour Mamadou Kassama, parce que Mamadou Kassama n'est pas jeune comme Alino, voilà. Faudrait pas que, voilà, ils font subir des choses, il va pas tenir. Donc, le Mali, voilà, faudrait que mes bébés de l'AIS, vous dites à vos dirigeants, surtout ceux du Mali aussi, de commencer à mettre la pression sur le truc, sur le gouvernement ivoirien, parce que vous voyez, c'est ça là que nous on dénonce, c'est un gouvernement sanguinaire. Oui, c'est un gouvernement qui a le sang sur la main. Oui, vous imaginez ce qu'ils font? Non mais c'est terrible ça. C'est pas possible, c'est inhumain. Il y a Guigui Fall, il est parti. C'est inhumain. Hein? Ah, c'est même pas possible. On va écouter la dame, non? Il y a une femme aussi qui est sur le panel, Chanel. Au Charlène, oui. Il y avait, avant elle, il y avait Ziekone, mais bon, comme c'est une femme, on va l'écouter. Après, on va écouter Ziekone, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Charlène, si elle n'est pas endormie. Oui, bonsoir à tous. Tania, bonsoir. Je pense que, moi je suis là il y a un peu longtemps, j'étais en bas, j'ai écouté depuis longtemps. Et je pense que tout a été dit, hein. Tout a été dit. Et je pense que c'est deux arbres qu'on doit secouer au même moment. L'histoire d'Alino Faso et la grande marche de l'opposition ivoirienne qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Voilà, ces deux choses-là, on doit maintenir ça ensemble. Ces deux bras-là doivent aller ensemble. Voilà, c'est dessus que je pense que nous devons nous concentrer. Le reste, ça, c'est pas notre problème. Que les gens soient candidats ou qu'ils ne soient pas candidats, ça, c'est pas à notre niveau. C'est pas une information pour nous, c'est une information pour les militants. Ce que nous regarde, c'est comment se concentrer pour, voilà, pour montrer à Ouattara que
Il a beau penser qu'il est le meilleur, les Ivoiriens l'ont accueilli. Les Ivoiriens ont fait tontine pour qu'il soit président. Ces gens de foutaise, parce que moi je parle toujours sous le contrôle de l'entrée dans le monde spirituel du président Bédié. Je refuse et j'ai toujours refusé la mort du président Bédié. Quand je pense à sa mort, je me lève. Quand je pense à sa mort, je me lève. C'est pourquoi quand le Front commun a été créé, j'ai dit voilà, je pense que mon pays m'appelle. Parce qu'à un moment donné, je dormais pour me consoler, je suis allé faire la politique des Américains. Mais quand le Front commun est né, j'ai dit voilà, les choses deviennent plus intéressantes. Attends, je vais aller m'affairer dans mon pays maintenant. Ça ressemble à quelque chose. Donc, vraiment, nous devons soutenir le Front commun. Je sais que le panel de Tania, ce n'est pas le panel de la politique, bien des partis politiques. Non, mais non. Ok, donc je retire. Donc, non, Ouattara doit partir. Ça n'a rien à voir. Ouattara doit partir. Ok, voilà. Donc là, je suis en train de bien parler. Il a bouffé les Ivoiriens jusqu'à... Il a bouffé les Ivoiriens quand c'est une partie versée de sang. Hein? De l'enfant d'un autre pays qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait. Non, il va partir. Non, ça n'a rien à voir.